bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour votre journal sur Tahiti Nui Télévision. Voici les titres de ce jeudi 16 janvier. Immersion dans les coulisses de la fabrication du cannabis thérapeutique au Fénois. Plusieurs pieds sont actuellement en phase d'expérimentation par les professionnels de l'Institut Louis Mallardet. Comment sont-ils cultivés? Quelle sera la suite du processus? Les réponses dans un instant. 33 000 véhicules entrent chaque jour à Papeete. C'est le chiffre du jour. Il ressort d'une étude de comptage menée par le ministère des Transports. Objectif, identifier les points de congestion et mettre en œuvre les aménagements nécessaires. Tous les détails dans ce journal. Et puis il fait son grand retour. Oriano Tefou sera avec nous également dans un instant. Votre rubrique Théara Sport reprend du service. Restez avec nous. Les premiers pieds de cannabis à usage thérapeutique sont donc actuellement en phase d'expérimentation. Avec un taux de THC inférieur à 0,3%, elle permettrait donc de lancer la filière du CBD en Polynésie. Reste à savoir si ce végétal résistera au climat polynésien. Nicolas Pérez et Méré Théato nous emmènent à l'Institut Louis Mallardet. Regardez. Nom de code MM6. Originaire des États-Unis, cette variété produisant du CBD suscite un espoir pour la future filière de cannabis thérapeutique en Polynésie. Pour cette variété qui reste prometteuse, elle semble être stabilisée et en masse produite, en rendement par plant, et elle est stabilisée dans ses profils de phytocannabinoïdes. Élevée depuis 2 ans par l'Institut Louis Mallardet, dans un environnement maîtrisé sous température constante et un faible taux d'humidité, cette variété devra désormais prouver sa résistance sous notre climat. Nous avons eu ces résultats en container, c'est-à-dire en atmosphère contrôlée. Nous nous posons la question aujourd'hui, quel sera le comportement de ces cultivars en extérieur? Le climat des Marquises n'est pas le climat des Australes. Donc il faudra en plus tenir compte des effets climatiques par rapport à nos archipels. Choyée et contrôlée quotidiennement, la MM6 est cependant difficile à cultiver. C'est une plante qui est capricieuse. Il y a pas mal de facteurs qui entrent en compte. Si elle n'est pas dans un environnement qui lui plaît, elle ne va pas pousser. Elle est prône à pas mal de nuisibles. Elle est prône à pas mal de carences nutritionnelles. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si elles vont pouvoir respecter la qualification de chanvre lorsqu'elles seront cultivées en plein air. Mais alors, pourquoi ne pas utiliser des variétés de cannabis déjà plantées en Polynésie et donc adaptées à nos températures? Les plants de cannabis qui ont été cultivés, probablement arrivés en Polynésie à partir des années 70, d'accord ? Ce sont des plants à teneur en THC. C'est ça qui a été recherché. Nous, la problématique qui est posée aujourd'hui, c'est de trouver un plant à CBD qui ne produise pas de THC. Cette expérimentation en milieu naturel sera lancée sur les 5 archipels début février par un arrêté en Conseil des ministres. 2 agriculteurs par archipel ont d'ores et déjà été sélectionnés. Pendant la phase d'expérimentation, c'est que l'ILM commande les graines sur catalogue officiel, suffisamment de graines pour les 10 agriculteurs et que chacun plante. Les agriculteurs sont sélectionnés par la DAG. Nous, on ne s'occupe pas du tout de cette partie-là. Par contre, on les a aidés dans le protocole de culture et de récolte. Ces premiers résultats permettent déjà de se projeter sur une production à grande échelle. Bon, peut-être que les premières récoltes, si tout se passe comme on l'a prévu, peut-être fin 2025, début 2026 pour les agriculteurs. La MM6 et 2 autres variétés feront partie de cette seconde phase d'expérimentation en conditions réelles. Un travail qui a un coût puisque l'ILM a déjà alloué un budget d'environ 25 millions de francs sur fonds propres.
33 000, c'est donc le nombre de véhicules qui entrent à Papeete chaque jour. Un chiffre conséquent qui explique les très nombreux embouteillages. Pour enrayer cette situation, le ministère des Transports a mené une étude et identifié les points de congestion. Des aménagements seront donc réalisés en conséquence. Esther Cuneo, Vaitiarenauta. Chaque matin, c'est le même tableau. Des embouteillages sur des kilomètres en direction du centre-ville. 4210 véhicules par la côte ouest, 4000 par la côte est. Au total, plus de 8000 véhicules entrent dans Papeete tous les matins en heure de pointe, entre 6h30 et 7h30. Une concentration de voitures au même moment qui provoque forcément des ralentissements. L'étude de comptage du gouvernement a permis d'identifier 5 points de congestion. Et c'est précisément là que des aménagements sont prévus. Donc il s'agit du carrefour giratoire de la Présidence, de l'avenue Général de Gaulle, du carrefour de Erima ou encore de la route territoriale sur Marina. Ce sont toutes des infrastructures qui aujourd'hui saturent en heure de pointe le matin, mais également pour la plupart le soir. Ce que nous avons pour objectif, c'est de mener à bien au cours du premier semestre 2025 des scénarios de trafic concernant ces aménagements pour simuler quelles seraient les conditions de circulation si on mettait en œuvre ces aménagements, à la fois en silo, mais également combinés entre eux et combinés également au projet de mobilité que le gouvernement envisage de mettre en œuvre, à savoir les voies réservées pour les transports collectifs et les pistes cyclables. Mais l'étude révèle aussi d'autres éléments, comme l'impact de la réforme des rythmes scolaires, qui semble avoir fluidifié la circulation aux abords des écoles. Et ce qu'on a constaté, c'est que la réforme des rythmes scolaires a permis un passage d'1 millier de véhicules supplémentaires par jour en entrée de Papeete. Autre fait marquant, la part des 2 roues sur les routes, soit 20%, contre 4% à Paris ou à Marseille. Bien que ces véhicules prennent moins de place sur les routes, leur forte présence sera prise en compte dans les prochaines mesures de sécurité routière, selon le ministre. Les bornes automatiques installées sur les voiries principales devraient permettre de réaliser de nouveaux comptages en avril-mai, de Fa'a à Taravao. De quoi étudier de nouveaux scénarios d'aménagement sur la côte ouest cette fois-ci. Le Festival international du film documentaire océanien, le FIFO, annonce sa 22e édition. Cette année, 28 films sont au programme, en plus des très nombreux courts-métrages. De quoi ravir les amateurs et passionnés. Le réalisateur et producteur franco-algérien Ben Salama a été choisi pour présider cette nouvelle édition. Les grandes lignes ont été dévoilées ce matin à la presse. Avec une fierté, les productions polynésiennes sont beaucoup plus nombreuses. Regardez. 10 films en compétition, 18 hors compétition. Le cru du 22e FIFO permet cette année encore de voir et d'écouter la parole des peuples d'Océanie. Les films abordent de grandes thématiques, mais aussi des sujets plus intimes, ce qui fait la particularité du FIFO. C'est ce qui fait la force de ce festival, c'est que le public se reconnaît en fait, dans toutes les thématiques qui sont abordées, alors que ça aille des questions environnementales, sociétales, à la fois des sujets graves mais aussi des sujets plus légers, beaucoup de sujets historiques aussi. Je pense que ça reflète un besoin de questionnement, un besoin de se retrouver, mais aussi un besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Cette année, une fierté particulière, celle de voir un nombre plus important de films produits en Polynésie. Au total, 11 films documentaires, toutes catégories confondues, une première en 22 ans de FIFO. Ça prouve aussi de la résilience, je pense, du milieu de l'audiovisuel local, qui, comme tous les secteurs d'activité, a souffert depuis notamment le Covid, qui a eu beaucoup de difficultés pour des empêchements de tournage, mais qui a su faire avec et surtout produire des films de qualité, des documentaires, de la fiction, être un peu sur tous les fronts. Et voilà, donc nous, on est fiers parce qu'on est un réceptacle, et puis surtout, on est fiers de pouvoir montrer que nos réalisations locales, elles sont en fait tout à fait au niveau. Comme à l'accoutumée, le FIFO s'articule autour de débats et d'ateliers. Pas de changement dans le visionnage des films documentaires à voir en salle ou en ligne. Les moins de 26 ans bénéficient toujours de la gratuité.
En politique, maintenant, le budget des Outre-mer a été adopté. C'était cette nuit au Sénat lors de la reprise des travaux parlementaires sur le projet de loi de finances 2025. Si Teva Rohfritsch a réclamé un retour à un niveau acceptable du budget, Lana Tetuanui, elle, s'est exprimée en faveur du maintien de l'exonération des billets d'avion et du retrait de la prime d'éloignement pour les fonctionnaires d'État affectés au Fénois. Résumé des débats avec Laure Philibert et Matai Horei. Les deux sénateurs polynésiens ont repris le chemin du Sénat où le Premier ministre François Bayrou a présenté son discours de politique générale mercredi. Une présentation suivie de l'examen du budget Outre-mer avec la prise de parole des deux parlementaires représentant le Fénois pour Lana Tetuanui, deux priorités. L'augmentation de la taxe sur les billets d'avion en considération de notre destination dont le coût est déjà exorbitant en raison de la distance. Le correctif adopté en séance au Sénat pour limiter la taxe uniquement sur la classe économique est un moindre mal pour préserver la continuité territoriale. Mais nous opposer les directives européennes alors que nous sommes PTOM relevant de la législation des pays ACP m'interpelle. Supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'État affectés en Polynésie française. Quant à Teva Rohfritsch, il souhaite des efforts de part et d'autre. Le gouvernement précédent avait annoncé un réajustement substantiel des crédits de la mission Outre-mer au cours de la procédure budgétaire précédente. Cet engagement pris au banc par le ministre des Comptes publics et le ministre des Outre-mer constitue un compromis acceptable. La commission des lois avait alors émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Outre-mer, sans fausse naïveté, mais avec espoir et dans un esprit de construction commune. Nous serons donc, Monsieur le ministre d'État, très attentifs aux arbitrages et aux positions que vous rendrez devant notre hémicycle pour, je l'espère, trouver une solution profitable à l'ensemble de nos territoires. Des propos entendus par le nouveau ministre des Outre-mer. Si les amendements présentés soutenus par le gouvernement sont aujourd'hui adoptés, le budget des Outre-mer s'élèvera en effet pour l'année 2025 à 3,5 milliards d'euros en autorisation, en engagement et 3 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une hausse de plus 11% en AE et 6% en CP par rapport à une loi de finances initiale 2024 déjà historiquement élevée. Teva Rohfritsch, membre de la commission des lois, a également rencontré le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Du côté de l'Assemblée nationale, la première motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou n'a pas recueilli la majorité absolue. Parmi les députés polynésiens, seule Meriana Redarbelo a voté pour. Meriana Redarbelo qui doit néanmoins rencontrer demain le ministre des Outre-mer aux côtés du président du pays. Voilà le gouvernement Bayrou qui a donc échappé ce jeudi à une motion de censure. Elle n'a recueilli que 131 voix, loin des 288 requis. Ce jeudi 16 janvier marque aussi la rentrée des rubriques de votre journal. Théara Sport fait son grand retour. On accueille tout de suite Oriano Tefao. Oriano, bonsoir. Yorana Soufi. Alors on est ravis déjà de vous retrouver à l'antenne en ce début d'année 2025. On débute cette rubrique, Oriano, avec de la boxe. Nike Cummings Gaubré se prépare pour les championnats de France. Et oui, Nike s'est installé, a quitté le Fénois plutôt en 2021, où il a rejoint le club de Blagnac pour percer dans le Noblard. En janvier 2023, il devient champion de France junior dans la catégorie des moins de 51 kilos. Et en décembre 2023, il décroche un autre titre de champion de France, mais en senior élite cette fois-ci. L'année suivante, il rentre dans l'équipe de France et intègre l'INSEP, l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance. En octobre, il participe au championnat d'Europe des U23 en Bulgarie, où il s'incline en quart de finale face au futur champion d'Europe, l'Arménien Rudolf Garboyan. Et en décembre, le gaucher tahitien termine l'année 2024 sur une bonne note en remportant la ceinture CASO, un rendez-vous de haut niveau à Saint-Nazaire. Hommage de sa carrière sportive, Nike poursuit une filière STAPS à l'INSEP, un quotidien pas toujours facile pour gérer le sport de haut niveau et les études. Explication du Eito. Au début, c'était un peu compliqué de s'adapter. Il ne faut pas oublier qu'on a les sorties internationales aussi à côté, c'est-à-dire les stages, les tournois, le championnat d'Europe que j'ai fait au mois d'octobre. Et du coup, derrière, c'est vrai qu'on a les absences justifiées, mais il faut quand même qu'on bosse à côté.
qu'on révise. Et aussi les entraînements 4 heures par jour, c'est pas tout le monde qui peut s'entraîner 4 heures par jour. Heureusement qu'on a accès à tout ça, à la balnéo, pour bien récupérer. Et il faut aussi savoir bien gérer son temps parce que dans la journée, c'est une journée chargée, t'as pas beaucoup de pauses. Et il faut bien s'organiser pour pouvoir faire ses devoirs, bien se reposer et bien se nourrir. Et ce samedi, Nike entamera les quarts de finale des championnats de France élite senior. Les demi-finales sont prévues ce dimanche et samedi prochain. Le Tahitien nous donne la température à quelques jours de sa compétition. Écoutez. Le poids, c'est bon. Maintenant, il faut juste optimiser le sommeil et la forme, l'alimentation et tout qui va avec. Sinon, là, je me sens bien. Après, moi, je suis beaucoup par étapes. Du coup, là, je me concentre vraiment sur ça. Comme on a changé de fédération mondiale de la IPA, on est passé à la World Boxing. C'est un peu compliqué cette histoire. Du coup, on ne sait pas encore vraiment le planning au niveau international. On ne sait pas les stages et les tournois à venir. Mais il faut quand même que je reste focus et prêt pour la suite. On reste en France, Oriano, direction Nantes, pour prendre cette fois des nouvelles de notre handballeuse Vanira Vansou. Et oui, Vanira a 17 ans, évolue dans le club NHF Nantes Handball féminin. Elle est en première STMG au lycée Nelson Mandela. Elle reste en internat pendant toute la semaine et le week-end, elle rejoint sa famille d'accueil. Côté compétition, cette année, la Tahitienne alterne les matchs en National 1 et la Division 2, le deuxième meilleur niveau français. En pleine progression, elle a déjà marqué 2 buts dans cette division. Elle fait le point sur l'évolution du club et sa carrière sportive. On l'écoute. Au début, c'était pas très facile. C'était un peu compliqué de m'adapter à leur environnement. Mais au fur et à mesure, tu t'adaptes un peu et tu es un peu plus autonome et mature pour comprendre le fonctionnement, le mode de vie. Là, on est en début de championnat. Enfin, mi-championnat, on va dire ça comme ça. Et on est classé dans les top 5. On est 5e avec le collectif. Au départ, on était dans le top 3 et tout. On était bien parti, mais avec quelques difficultés et une défaite avec le groupe, ça nous a un peu baissé. Mes objectifs, atteindre l'équipe de France A, celles qui vont jusqu'au JO. Et voilà, c'est cette détermination que l'on referme cette rubrique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Sophie, pour plus d'actualités. Jeudi prochain, plus précisément. Avec plaisir, Oriano. Merci. Merci. On parle tourisme maintenant. Si l'année 2024 a été marquée par quelques aléas économiques mondiaux, le secteur se porte bien. Pour cette nouvelle année, les professionnels affichent des perspectives prometteuses. C'est aussi le cas à Rayatea, où les hôteliers misent sur l'authenticité pour 2025. Ronnie Moufat les a rencontrés. Bien que Rayatea ne dispose pas d'hôtels de grande capacité comme Bora ou Tahiti, l'île sacrée séduit par son atmosphère intime et authentique. Un retour aux sources avec un accent particulier sur l'environnement et l'écologie pour certains établissements. Parmi les initiatives phares de l'île, le label Clé Verte illustre parfaitement cette volonté de conjuguer hospitalité et respect de l'environnement. Clé Verte, c'est 135 critères environnementaux, que ce soit dans le tri des déchets, dans les produits utilisés, dans notre démarche environnementale, dans la formation qu'on propose à nos collaborateurs et forcément à nos clients, la formation aussi et la prévention et les sensibiliser aux bienfaits du respect de l'environnement et au respect du FENUA. Gestion raisonnée des ressources, implication des communautés locales et valorisation des produits du terroir, les professionnels de l'hôtellerie redoublent d'efforts pour séduire davantage. De la touche traditionnelle à chaque recoin de l'établissement aux activités les plus invraisemblables, tout est mis en œuvre pour enrichir l'expérience client. Nous essayons de mettre en place pas mal d'activités sur l'établissement pour que nos clients se sentent chez eux. Donc ils ont une piscine au bord de lagon à disposition, nous avons une plage, nous avons également construit un terrain de padel, le premier
premier terrain de paddle des îles sous le vent. Nous avons la chance d'être implantés sur un écrin de nature que l'on ne veut pas dégrader justement. Et donc on fait très attention à conserver la faune et la flore de l'établissement pour que nos clients se sentent chez eux. Même en centre-ville, tout est fait pour que chaque client y trouve son compte. J'ai la chance d'être en centre-ville et du coup j'attire beaucoup une clientèle de passage qui cherche souvent une nuitée, qui cherche à proximité des navettes pour Taha, les taxis, qui ne veut pas louer de voiture et donc profite des restaurants alentours, donc qui profite des commodités qu'apporte le centre-ville. En conjuguant hospitalité, écologie et culture, Raiatea se positionne comme une destination incontournable pour les voyageurs sensibles à ces valeurs. Il ne reste plus qu'à espérer que 2025 soit à la hauteur des ambitions de chacun. Et on reste à Raiatea où la pluie intense de ces dernières semaines fait des dégâts chez les agriculteurs. Certains producteurs de copra ont perdu le fruit de leur travail, d'autres tournent au ralenti. Alors comment le mauvais temps impacte-t-il leur récolte? Quelle solution de repli pour les copraculteurs? Les réponses dans ce reportage de Jessica Doucet. Depuis le 1er janvier, le prix du kilo de copra est passé de 155 à 165 francs, soit 10 francs de mieux qu'en 2024. Une nouvelle accueillie avec joie par des copraculteurs qui stimule l'envie de reprendre l'activité après la période des fêtes. C'est une très bonne chose, comme ça a augmenté un peu le prix par rapport à avant. Mais sinon, on est bien content d'avoir augmenté ce prix-là. Je suis contente quand on monte le prix, c'est très bon pour les jeunes. C'est peut-être là, ça donne de force pour eux faire ça. Mais voilà, lorsque la pluie s'installe, comme ces dernières semaines, la préparation du copra est compromise. Le beau temps est un élément essentiel dans le processus du séchage. S'il pleut en continu, la pulpe de coco finit par moisir. Auguste, comme quelques autres copraculteurs, en ont fait des frais. Ici, ce sont des semaines de travail qui sont perdues. Lorsque j'ai commencé à extraire la pulpe des cocos, il faisait particulièrement beau. Et puis 3 jours après, le mauvais temps est arrivé. Du coup, là, je suis en train de trier. Il y a beaucoup de pertes. Et il faut dire que j'ai aussi perdu mon temps pour l'extraction de la pulpe. Mais je ne pensais pas perdre autant. D'autres, comme Tetaria, préfèrent jouer la carte de la sécurité et attendre que la météo soit plus clémente pour reprendre l'activité. C'est mieux, hein? Comme ça on n'aurait pas de pète aussi sur les cocos. Si on faisait pendant la pluie, ça noisir. Ce serait dommage. Il y a beaucoup de pètes. Ce serait pas aussi en bonne qualité aussi les cocos. Comment vous faites alors pour vivre? Soit on va faire du main, de la culture, sinon on va à la pêche. C'est pas évident. C'est pas évident. Et il faudra attendre encore quelques jours avant le retour du soleil. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez vos émissions Moana et Toua, suivies du meilleur pâtissier. Enfin, 2 épisodes de la série Drop Dead Diva. Demain, à cette même place, Davidson Bennett prendra les commandes des JT du week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi. Très belle soirée, excellent week-end et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.